Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Une fois par mois, l'hebdo politique se délocalise à Strasbourg, au cœur du Parlement européen, pour mieux vous faire connaître son fonctionnement. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Et je reçois cette semaine Jean-Luc Schaffhauser, eurodéputé du Rassemblement Bleu Marine. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Schaffhauser, vous êtes né le 17 décembre 1955 à Cambrai, vous avez donc 58 ans. En quelques mots, vous êtes... 59. 59 ans, excusez-moi. En quelques mots, je vous rajeunis. En quelques mots, vous êtes consultant international, président de l'Académie européenne qui organise notamment des rencontres autour d'enjeux stratégiques comme la démographie, la souveraineté ou la défense. Vous avez été délégué général du fonds de dotation CAPEC, crise, analyse, proposition, expérimentation et communication. Vous êtes initialement centriste, mais c'est sous l'étiquette FN que vous avez été élu conseiller municipal puis conseiller communautaire à Strasbourg. Il y a 6 mois, vous êtes aussi devenu député européen. Vous qui avez plusieurs mandats, vous êtes pour ou contre le cumul des mandats? Vous savez, il y a deux manières de voir la démocratie. Un homme politique, il est pour donner, d'une part, mettre en face des véritables enjeux, et d'autre part, de mener une sorte de pédagogie, faire partager à la fois les difficultés, mais en même temps donner des perspectives. D'une certaine manière, bien que ce ne soit pas courant de le dire, moi je ne suis pas tellement opposé au cumul des mandats. Parce que je pense que les mêmes problèmes se déclinent au niveau local, souvent, régional, national et européen. Et que les moyens d'action sont différents, mais sont complémentaires. Et qu'il y ait eu, moi j'ai connu, j'étais collaborateur du sénateur-maire de Strasbourg, oui, on aura l'occasion d'en parler. Qui était en même temps, qui était un des plus gros cumulards, puisqu'il était à la fois maire, président de région, sénateur, conseiller général. Vous n'êtes pas forcément contre... Et j'ai vu comment, en étant à tous les niveaux, on peut mener des actions complémentaires. Maintenant, je conçois parfaitement qu'il s'agit de distribuer la démocratie. Merci. Dans cette émission, nous évoquerons votre engagement politique et l'un de vos thèmes de prédilection, l'industrie, puisque vous êtes notamment membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ici au Parlement. L'hebdo politique, le Money Time. On débute cette émission avec le Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides. J'insiste bien sur le mot rapide. Le but, connaître votre avis sur des sujets qui font l'actualité ou pas forcément. Vous êtes prêts ? Parfait. Le MEDEF a un projet, créer 1 million d'emplois. Parmi ces 3 propositions du MEDEF, laquelle retenez-vous ? Supprimer des jours fériés, baisser le salaire minimum ou déroger à la durée légale du travail ? Aucune des 3. Pas de bonne solution là-dedans ? Pas de bonne proposition ? Je crois que c'est difficile de répondre. Vous voyez, je crois que le problème de la compétitivité en France, c'est trop de charges qui pèsent sur les entreprises. Donc ça serait une baisse des charges, principalement. Je crois que la baisse des charges sur les entreprises est fondamentale. Quel est le dernier pays entré dans l'Union européenne ? Le savez-vous ? Le dernier pays qui est rentré dans l'Union européenne, là maintenant j'ai un trou, mais ouais, enfin bon... c'est la Croatie. C'est la Croatie, Ce oui. pays oui, de 4,4 millions d'habitants est devenu le 28e État membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013. Pour passer une bonne soirée, vous choisissez Steve Briouat, Marine Le Pen ou Bruno Gollnisch. Vous êtes obligé de choisir l'un des 3. Oh, Marine. Le 25... J'ai l'occasion de le vérifier. Le 25 novembre prochain, le pape François doit se rendre devant le Parlement européen. Est-ce une bonne ou une mauvaise initiative ? C'est une excellente initiative.
nous sommes à un moment de crise majeure et nous voyons qu'il n'y a pas de solution. Au contraire, ce Parlement, nous savions que l'Europe, c'était la guerre économique. Maintenant, nous savons que l'Europe, c'est la guerre tout court, cherche la guerre. Et donc, si on ne remet pas vis-à-vis des véritables enjeux fondamentaux, humanistes, donc, nous ne trouverons pas de solution. Bonne initiative. Très bonne initiative. Cette émission est diffusée au mois de novembre. Quel événement important s'est déroulé le 9 novembre 1989 ? Écoutez, la chute du mur est un élément pour moi important parce que je l'ai un peu vécu, puisque à ce moment-là, Rocco Buttiglione, qui était un des conseillers du Saint-Père Jean-Paul II, m'avait demandé 1 an et demi auparavant de fédérer les forums d'opposition dans les pays de l'Est, ce que j'ai fait. Et donc c'était pour moi un moment extrêmement important et malgré tout inattendu. Donc on rappelle, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, c'était la chute du mur de Berlin. Valérie Trierweiler a-t-elle eu tort d'écrire son livre selon vous ? Oui ou non ? Oui ou non ? Je rappelle le but du Money Time. Oui, c'est non. Non. Moi je ne suis pas pour... non, étaler la vie privée. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Estimez-vous qu'une victoire en 2017 de Marine Le Pen est hypothétique, envisageable ou certaine ? Il y a 3 propositions. Envisageable. Avec un patronyme d'origine africaine, un demandeur d'emploi a 2 chances sur 3 en moins de décrocher un entretien. Faut-il généraliser le CV anonyme, selon vous ? On peut effectivement mettre le CV anonyme. Moi, ça ne me choque pas du tout. Voilà. L'hebdo politique sur Sensation. On va essayer maintenant d'apprendre à mieux vous connaître, Jean-Luc Schaffhauser. Initialement proche du centre, vous avez été pendant longtemps le collaborateur du centriste alsacien Marcel Rudloff. Quand et pourquoi avez-vous décidé de rejoindre l'extrême droite et le Rassemblement Bleu Marine ? J'aime pas le terme extrême droite. Le Rassemblement Bleu Marine et le Front National alors ? Ou la droite nationale, si vous voulez. Mais je crois que fondamentalement, aujourd'hui, d'abord l'Europe doit être repensée sur la base de la subsidiarité, donc sur la base de l'Europe des nations et l'Europe des patries. Car si vous mettez en place un système de type fédéral, il n'est plus contrôlable. C'est ce que nous vivons actuellement. La Commission n'est pas contrôlée, vraiment démocratiquement. Et je dirais même le Parlement est hors sol. S'il était l'émanation des parlements nationaux, il aurait une autre consistance que le Parlement actuel. Vous avez donc rejoint le Front National pour repenser un peu l'Europe ? Je l'avais écrit déjà, vous pouvez lire. J'avais écrit un livre, Une âme pour l'Europe, en 1991, je crois. Et je disais déjà cela. Donc je n'ai jamais changé. Vous savez, j'ai relancé le mouvement pan-européen avec Yvon Bourges. Et j'ai toujours été pour l'Europe des États, pour l'Europe des nations, pour l'Europe gaulliste en fin de compte. Alors votre particularité à vous, c'est d'être un élu Front National à Rassemblement Bleu Marine, mais de ne pas être membre du FN. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des valeurs du Front National qui vous dérangent ou ça n'a rien à voir ? Non, parce que je viens de là où je suis un conservateur social et Marine souhaite rassembler, ce qui veut dire que dans un rassemblement, on accepte des personnes différentes et la présidente... Justement, on ne m'a jamais demandé d'être membre du Front National. Vous ne le saurez jamais, vous pensez ? Non, je ne vois pas pourquoi. À partir du moment donné où Marine veut rassembler, c'est rassembler des différences, c'est pas rassembler des unités ou des gens semblables. Il n'y a plus rien à rassembler sinon. En mai dernier, vous êtes devenu eurodéputé pour la première fois. Vous étiez alors 3e sur la liste du Front National en Île-de-France. Pourquoi ne pas vous être présenté dans l'Est ? Bon, parce qu'il y avait des équilibres internes et que la liste était déjà faite et que sur l'Île-de-France, c'était plus facile. Voilà, ça dérangeait moins de monde. Voilà. L'Europe, vous la connaissez bien, vous êtes un spécialiste. Vous êtes notamment, je l'ai dit, président de l'association l'Académie européenne. Quelles sont vos premières impressions ici au Parlement européen ? Est-ce que vous êtes comme dans un rêve ou comme dans un cauchemar plutôt ? Comme dans un cauchemar, je constate que c'est pire que ce que je pouvais imaginer de pire. C'est-à-dire ? Je constate que nous avons un Parlement qui est complètement hors sol,
qui ne vit pas les réalités humaines, qui ne vit pas les réalités nationales. C'est une langue de bois hyperbolique, entre autres, par exemple, sur la question du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et il n'y a aucun recul, il n'y a aucune intelligence, il n'y a aucune histoire. C'est kafkaïen. C'est profondément kafkaïen. Au sein du Parlement européen, vous ne faites partie d'aucun groupe. Vous êtes en tout 52 députés non inscrits, dont 23 Français. Ne pas avoir réussi à créer un groupe, est-ce que c'est un vrai échec pour votre parti ? Marine Le Pen a pendant longtemps dit qu'elle réussirait à créer un groupe. Je ne pense pas. D'abord, en tant que non-inscrit, nous avons, moi, cette dimension non-inscrit me va très bien. Mais pour revenir c'est un moment. Marine Le Pen aurait très bien pu constituer un groupe. Elle ne l'a pas fait. C'est pas un échec. C'est elle qui l'a décidé ? Absolument, parce qu'elle a souhaité une certaine lignée, une certaine ouverture, s'inscrire dans la perspective effectivement d'un gouvernement et d'une majorité à constituer. Il y avait des partenaires peut-être qui dérangeaient il y avait certains partenaires qui, du point de vue de la présidente, pouvaient poser problème et vis-à-vis de la nouvelle image, pas de la nouvelle image, de la véritable image correspondant à ce qu'elle est. Avant les élections européennes, Marine Le Pen déclarait qu'elle voulait bloquer l'avancée de l'Union européenne. Est-ce que c'est possible aujourd'hui sans un groupe ? Est-ce que tout seul, c'est possible encore ça ? Je pense que de toute façon, Marine souhaite bloquer, elle a raison, c'est ce que je pense aussi, mais ça va se bloquer tout seul. Heureusement, vous savez, c'est comme même sans vous. Heureusement, même sans nous. La chute du mur était un élément, je dirais, qui s'est fait au-delà des initiatives personnelles ou individuelles. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas joué un rôle. Et donc, il y a des événements historiques. Jean-Paul II disait que la chute du système libéral aurait lieu après la chute du système communiste, mais qu'elle serait plus violente. Et donc, autrement dit, les racines du libéralisme au sens philosophique du terme, là on y reviendra, ou théologique du terme, sont bien plus profondes que les racines du communisme, puisque c'est les creusets, comme disait Léon XIII, du communisme. Vous êtes 23 du Rassemblement Bleu Marine au Parlement européen. Quelles sont vos relations entre vous ? Est-ce que vous organisez des réunions de travail ? Est-ce que vous avez l'occasion de partager ? Très très bonnes relations. Beaucoup d'amitié. Hier soir, nous étions encore ensemble. Donc ça je peux vous le dire, ça c'est la bonne surprise. Voilà. Le chef de votre délégation, c'est Aymeric Choprade. Nous l'avons reçu en mai dernier dans cette émission. Ouais, c'est un ami. Ouais. Dans un texte publié récemment, il demande l'élimination in situ des Français partis combattre en Irak et en Syrie. Est-ce que ce genre de propos, est-ce que vous les comprenez, partagez ? Est-ce qu'ils sont néfastes pour votre parti ? Écoutez... J'ai plaisanté avec lui en lui disant il y a certaines choses qu'on fait et qu'on ne dit pas. Il aurait dû s'abstenir d'écrire ça. Non, bon, il l'a dit. C'est un véritable problème. Il est certain que s'ils reviennent sur le territoire français pour mener des actes terroristes, il nous sera beaucoup plus difficile de les éliminer. Mais ce sont des Français. Ce sont des terroristes, d'abord, qui vont menacer la vie de Français. Et face au terrorisme, il faut des réponses adaptées au terrorisme. Parce que sinon, l'État n'existe plus. Marine Le Pen et M. Choprade font souvent l'éloge de Vladimir Poutine. Ils sont également très critiques vis-à-vis de la position de l'Europe et de la France face à la Russie. Vous partagez également ce point de vue ? Vous savez, j'ai été amené professionnellement à travailler... avec la Russie, d'abord parce que dès 1991-92, Jean-Paul II, sur l'intermédiaire d'un ami, dit à Jean-Luc la Russie, l'unité chrétienne, face aux nouveaux enjeux de civilisation. Et j'ai un regard sur la Russie fondé au moins par plusieurs centaines de voyages et par beaucoup d'amitié.
Et je crois que l'Occident, manipulé évidemment par les États-Unis, se trompe complètement sur la Russie. Finalement, l'ennemi pour vous, c'est pas la Russie, mais les États-Unis, c'est ça concrètement? Non, non, les États-Unis sont aussi... moi, j'aime les patriotes de tous les pays. L'ennemi, c'est l'impérialisme. L'ennemi, c'est celui qui refuse à l'autre d'exister dans sa liberté et dans sa souveraineté. Des élections se sont tenues récemment en Europe. Quel regard portez-vous sur la percée de l'extrême droite en Suède et des eurosceptiques en Allemagne, de l'AfD? Ça me paraît, je connais Luquet depuis enfin ça doit faire 2 ans. Ça me paraît tout à fait normal. Nous sommes en face d'une grave crise de la zone euro et la démocratie exprime ainsi son rejet des solutions apportées, qui ne sont pas des solutions, mais qui sont au contraire une amplification de la crise. Marine Le Pen se dit prête à gouverner la France. Estimez-vous, le Rassemblement Bleu Marine et le Front National, prêts à gouverner vraiment? Nous sommes prêts à gouverner, nous sommes d'abord prêts au moins à faire... non, là, ce serait très grave, je dirais. Nous ferons mieux de toute façon que le gouvernement actuel. Il est certain que cette culture de gouvernement, vous savez, quand vous êtes dans un parti d'opposition, c'est pas la même chose d'être opposant que de gouverner. Gouverner, c'est l'État. Et donc, c'est une culture qui doit s'apprendre, mais parmi nous, il y a beaucoup d'hommes d'État. Et je suis convaincu que nous serons capables, si la France nous le demande, de répondre à cet appel. De leur côté, justement, 2 Français sur 3 estiment le FN encore incapable de gouverner, d'après un sondage Odoxa. Vous vous dites quoi, que c'est un sondage de plus ou alors qu'il y a encore des efforts à faire? Je pense que c'est tout à fait normal. Le Front National est en croissance. Il passe d'un stade de mouvement d'opposition à un mouvement qui est appelé à gouverner la France. Donc nous allons faire, j'en ai parlé encore hier avec la présidente, elle est parfaitement consciente de ce problème, elle est ouverte aussi à tous les talents, aux fonctionnaires, hommes d'État, capables d'apporter leur contribution dans notre projet. Et je suis convaincu que lorsque l'échéance viendra, nous serons prêts. C'est l'heure maintenant de faire une pause, on se retrouve dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Jean-Luc Schaffhauser, député européen d'Île-de-France au sein de la liste Rassemblement Bleu Marine. Jean-Luc Schaffhauser, vous êtes membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Alors il y a un constat sur lequel tout le monde s'accorde. L'industrie européenne va mal. Un rapport de la précédente commission indique qu'en 2008, 3,5 millions d'emplois industriels ont été détruits en Europe. La Commission européenne s'est fixé un objectif, porter la part de l'industrie manufacturière à 20% du PIB de l'Union d'ici à 2020. Est-ce encore possible d'après vous? Ou est-ce utopique? C'est complètement, dans la situation actuelle, c'est complètement utopique. Les chiffres sont là. Même l'Allemagne de 1999 à 2008 a perdu autant d'emplois industriels que la France. L'Allemagne actuellement reprend effectivement un certain nombre d'emplois industriels parce que le reste de l'Europe se désindustrialise. Autrement dit, c'est les emplois perdus industriels en Grèce, au Portugal ou même en France qui vont se localiser en Allemagne, mais globalement, la zone euro est dans une situation absolument incapable d'inverser l'emploi industriel aussi longtemps que nous ne pratiquons pas un certain protectionnisme. Aujourd'hui, l'industrie européenne ne représente qu'à peine 15% du PIB contre 18,5% en l'an 2000. Si vous aviez le pouvoir magique d'appliquer une seule mesure pour relancer l'industrie européenne, laquelle serait-elle ? Je pense que sans mettre des droits de douane par rapport aux pays qui nous font une concurrence déloyale, dans le sens qu'ils n'ont pas les mêmes normes au niveau de l'environnement, au niveau de la sécurité et au niveau évidemment social, il est absolument illusoire de créer de l'emploi industriel. L'emploi industriel, nous ne pourrons le créer qu'en faisant un minimum de protection européenne à ce stade-là, et si on n'y arrive pas au niveau national, et
avec un programme de relance sur des objectifs partagés en commun. Entre autres, la politique énergétique, les économies d'énergie, les énergies nouvelles, le développement durable pourraient nous aider à lancer, en fin de compte, tous les savoir-faire potentiels et en faire de véritables industries. Le but, c'est de faire du protectionnisme, mais d'abord d'une façon continentale et éventuellement d'une façon nationale. Écoutez, le but était toujours pour moi au niveau européen. C'est pas se replier sur la France. Je constate, Marine Le Pen le constate, nous le constatons, que ce protectionnisme européen ne fonctionne pas. Parce que l'Allemagne s'y oppose. Parce que l'Allemagne impose une politique à l'Europe pan-germanique. Eh bien, dans les conditions actuelles, je vous le dis, si vraiment nous n'y arrivons pas, c'est un devoir national de protéger nos industries, sinon il ne restera plus du tout. Concrètement, comment ça marche rapidement ? Ça voudra dire que toutes les industries qui, effectivement, pour nous, sont prioritaires en termes de souveraineté, en termes de capacité de nous projeter dans l'avenir en toute indépendance, ces industries seront protégées. Alors, si on se protège, les autres vont se protéger également. Comment on fait dans ce cas-là pour vendre nos produits à nous, au reste du monde ? Oui, pour le moment, nous sommes en très grand déficit. Il approche 85 milliards. Donc le problème, c'est plutôt comment les autres pays nous envahissent. Le problème, ce sera déjà de rétablir l'équilibre. Vous savez, je suis un partisan de la charte de la Havane. La charte de la Havane, elle a été faite après-guerre. Elle dit qu'un pays qui a des excédents est tout aussi répréhensible en termes de commerce qu'un pays qui en a des déficits. Et que ceux qui ont des excédents sont obligés de payer pour ceux qui ont des déficits. C'était la sagesse à ce moment-là, ce n'était pas encore les Nations Unies, c'était la sagesse de voir quels étaient les équilibres pour la paix. Eh bien aujourd'hui, il n'est pas possible, c'est Madame Lagarde qui le disait, les excédents des uns font les déficits des autres. Il n'est pas possible de vivre dans un monde commercial où il y a de trop gros déséquilibres. Donc rétablissons un certain nombre de protections, surtout si c'est la seule manière de préserver à la fois nos savoir-faire et nos emplois. Sinon, c'est quoi ? C'est la faillite ? Vous répondez quoi à ceux qui disent « ensemble on est plus fort », notamment parce qu'avoir une politique industrielle forte, ça peut coûter cher. On pense par exemple à Airbus. Vous répondez quoi à ça ? Airbus est un très bon programme, mais ce n'est pas un programme lié à l'Europe. La France n'aurait pas pu faire toute seule ? Que la France aurait pu, laissez-moi le dire, nous avons voulu le faire avec les Allemands et je crois que c'était une très bonne complémentarité. Je connais bien ce programme. Ce n'est pas un programme qu'on doit à l'Europe, on l'a droit à la coopération nationale, à la coopération des nations. Nous avons toujours été favorables à la coopération des nations. Au contraire, nous voulons une Europe de la coopération des nations. Mais pas forcément de l'Europe tout entière. Mais vous comprenez, il faut coopérer quand on a quelque chose à se donner mutuellement. Il faut coopérer avec ceux dont on a envie de coopérer. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc je considère que, d'ailleurs les traités actuels le permettent, il faut être conscient que dans les traités actuels, il y a quand même une grande liberté pour les pays qui veulent coopérer entre eux. Mais la construction européenne est fondamentalement faussée parce qu'elle aurait dû se fonder d'abord sur les nations et sur cette coopération des nations comme le général de Gaulle le voulait. Le rapport dont je vous parlais indique que l'un des problèmes majeurs du vieux continent, c'est le coût de l'énergie. Par exemple, les prix de l'électricité en Europe sont aujourd'hui 2 fois plus hauts qu'aux États-Unis. Sur ce point-là, vous défendez une politique européenne de l'énergie ou là aussi une souveraineté nationale Une politique évidemment nationale. Regardez EDF, ce n'est pas le cas pour EDF. Je ne suis pas tellement partisan, mais maintenant que le programme est lancé du nucléaire, je reste moi très prudent dans ce domaine-là parce que le problème des déchets n'est pas réglé. Mais il faut quand même constater qu'en ce qui concerne l'électricité, la France a été très performante et que l'Europe, au contraire, en coupant le producteur du distributeur, a semé un bordel incroyable. Moi, actuellement, j'ai un problème dans le Sud pour avoir la capacité de me connecter entre, d'une part, celui qui doit faire le diagnostic, entre d'autre part, celui qui fait la distribution. Et autrefois, on appelait un numéro, on avait une réponse. Aujourd'hui, c'est kafkaïen. C'est kafkaïen comme l'Europe, d'ailleurs. La France peut-elle s'assumer énergétiquement toute seule ? La France peut s'assumer énergétiquement tout seul si elle met les investissements en face d'une prospective dans les 10-15 ans à venir, il n'y a aucun problème. Il faut effectivement remettre en place une certaine planification. Le marché en tant que tel n'est pas capable de raisonner à moyen et à long terme selon des perspectives qui restent politiques. Aujourd'hui, l'Europe importe 54% de son énergie. L'un des principaux fournisseurs est évidemment la Russie, notamment à propos du gaz, 27% de la demande européenne. Peut-on imaginer, selon vous, au cœur de l'hiver, une pénurie à cause des tensions actuelles entre la Russie
et le reste de l'Europe. C'est tout à fait possible. On entend toujours parler ici de sécurité énergétique. Ce Parlement crée l'insécurité énergétique maximum. Cette politique européenne crée l'insécurité énergétique maximum. Faut-il se défaire de la dépendance vis-à-vis de la Russie ? Cette dépendance existera au moins, si nous voulions maintenant nous en défaire, il nous faudrait 15 à 20 ans et d'énormes investissements. Mais il est absolument impossible. Et là, c'est un technicien qui vous parle. Mon premier job j'étais chef du service de l'énergie dans cette région, en Alsace. C'est absolument impossible de se défaire de la dépendance russe. Absolument impossible. Est-elle néfaste, cette dépendance ? Écoutez, elle s'inscrivait dans une longue histoire où déjà, avec les pays communistes, nous avions cette fourniture en gaz. Donc, il est quand même étonnant que ce que nous acceptions du communisme, des pires, des staliniens, aujourd'hui, Poutine, qui n'a rien à voir évidemment avec ce communisme totalitaire, qui a le soutien total au contraire de sa population, qui a le soutien massif de sa population, soit comparé à cette Russie. Le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sont toujours prompts à dénoncer le manque d'indépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, notamment en matière de diplomatie ou d'économie. C'est rarement le cas par rapport à la Russie et son énergie. Pourquoi ? Écoutez, la Russie est un partenaire. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Il ne nous a jamais imposé, même en ce qui concerne cette dépendance énergétique, il faut le dire, alors qu'on me le dise, une politique. À la chute du mur, il avait été décidé qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN. La première chose que nous nous sommes empressés, c'est de faire une extension de l'OTAN et de vouloir couper en deux cette Europe parce que, selon le vieux propos de Brzezinski, il fallait couper l'Europe parce que l'Europe continentale représenterait un danger pour les États-Unis. Et toute leur politique, depuis ce moment, c'est d'essayer de couper l'Europe en deux. La politique vis-à-vis des révolutions dites oranges, la politique de l'extension de l'OTAN, c'est de créer un clivage entre l'Est et l'Ouest. Plus grave, alors ça c'est le théologien qui vous parle, il s'appuie en plus sur la rupture entre Byzance et Rome. Donc je considère ça extrêmement grave, et je dirais même, pour moi ça signifie quelque chose, je dirais un projet diabolique. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Nous étions au Parlement européen de Strasbourg en compagnie de Jean-Luc Schaffhauser. Merci. Merci. Nouveau numéro de l'hebdo politique la semaine prochaine à 18h, toujours sur Radio Sensation. Bonne fin de week-end à tous. L'hebdo politique sur Sensation.